Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Crise politique au Togo à 10 jours du très attendu sommet de la CEDEAO à Lomé, les lignes ne semblent pas véritablement bouger. Au sortir de la dernière rencontre jeudi avec le commissaire paix et sécurité Francis Béhanzin, tout est à refaire selon le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre. La question de la libération des personnes arrêtées lors des manifestations reste aussi d'actualité. Ils sont encore 53 dans les geôles après l'élargissement du 19 août cette semaine. Les manifestations et l'autre continuent avec la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Elles étaient à l'étape de Mango ce vendredi avant Bafilo, Sokoré, Chevier et Lomé. Double visage de l'Afrique pendant que Paul Biya s'apprête à briguer son 7e mandat de 7 ans après 36 ans au pouvoir au Cameroun. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire envisage de passer la main à une nouvelle génération en 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Les Spécialistes. Toujours plus proche de vous. Toujours plus proche de vous. Pyramide FM. Pasteur Edo Komi, bonsoir. Oui, bonsoir Honoré, bonsoir aux auditeurs et aux éditrices de Pyramide FM. Président du mouvement Martin Luther King, Ibrahim Acha, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir aux éditeurs et auditrices de Pyramide FM. Je rappelle que vous êtes le directeur de la publication de Temps Nouveau. Notre troisième invité, Idelphos Akwaki, bonsoir. Bonsoir Honoré et bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent. Directeur du site d'information La Gazette du Togo. Nous démarrons avec la crise politique au Togo qui a bouclé 11 mois hier, mais reste toujours d'actualité. Le dernier round avec le commissaire paix et sécurité de la CEDEAO avec les protagonistes apparemment n'ont rien donné puisque selon les dits de ces protagonistes, rien n'a bougé. Tout est à refaire selon le chef de file de l'opposition. Pasteur Edo, est-ce que vous avez d'autres échos de la rencontre d'hier avec le général Francis Béhanzin? Non, je n'ai pas eu d'autres échos que ce qu'on nous a donné. Ceux qui sont les acteurs nous ont donné le résumé de ce qui a été dit lors des échanges avec le général béninois, qui est le commissaire de paix et sécurité de la CEDEAO. Donc, mais ce que nous on peut retenir, c'est que la crise togolaise retient l'attention maintenant de la communauté. Ce qu'on peut retenir, c'est que la crise togolaise retient l'attention de la communauté sous-régionale. Parce que depuis quelques jours, après l'arrivée, après les échanges, la visite des chefs, des facilitateurs, le président guinéen et les présidents guinéens et ghanéens, bon, c'est le tour du commissaire, donc d'un haut fonctionnaire de la CEDEAO. Donc, ce qui veut dire que désormais, la CEDEAO sait qu'il y a une crise au Togo et qu'elle s'active à trouver de solutions. Mais est-ce qu'elle peut trouver de solutions sans la bonne volonté, la bonne foi des acteurs eux-mêmes, les principaux acteurs de la crise togolaise? Ça, c'est la question importante, primordiale qu'on peut se poser. Parce que quand on dit que tout est à refaire, quand on nous dit que tout est à refaire et que les lignes ne semblent pas bouger des deux côtés, donc ce qui veut dire que l'extrémisme est à son comble et le bout du tunnel, seul Dieu pourra le déterminer. Seul Dieu pourra le déterminer à cette allure. Mais c'est dommage que l'image que les acteurs politiques togolais nous présentent, l'image là, n'est pas l'image de parents. C'est-à-dire que ceux-là ne sont pas des parents parce que ils ne peuvent pas se parler entre eux. Ayant des problèmes, je ne suis pas en train de voir les mêmes acteurs dire à leurs enfants, quand ils ont des problèmes, leurs enfants qui ont des problèmes avec d'autres personnes, d'aller dire, allez parler avec ceux-là avec qui vous avez des problèmes. Vous voyez l'aspect. Donc c'est comme s'ils ne sont pas des parents, ils ne sont pas des gens sur qui on peut compter. Ça fait mal, mais on attend de voir ce qui va se passer. Mais c'est que la crise, si on ne sait pas faire après le 31 juillet, la crise togolaise va prendre une autre ampleur que personne ne saura maîtriser. Idelphos Akwaki, le Togo demeure le grand chantier de la CEDEAO, c'est ça? Je crois que c'est ce à quoi nous assistons depuis un moment, mais je ne suis pas totalement d'accord avec Pasteur Edo quand il dit que les lignes n'ont pas bougé des deux côtés. Des deux côtés, ça, c'est ce qui sonne un peu fou chez moi.
Parce que... Ça a bougé d'un côté, vous que vous connaissez? Non, moi je crois que quand on fait une analyse de ce qui se passe, la dernière fois, il y a eu des mesures qui ont été prises. Ces mesures concernent un certain nombre de pas à faire. Et quand vous lisez ce qui a été mis dans le communiqué final de la dernière fois, beaucoup de choses restent à faire du côté des gouvernants togolais. Comme quoi, par exemple? Mais vous savez très bien que, vous l'avez si bien cité tout à l'heure, puisque moi je n'étais pas dans la salle pour assister à ces discussions, mais j'ai pu écouter deux colosses de la coalition. J'ai écouté le chef de file de l'opposition, j'ai écouté Madame la coordinatrice de la coalition également. Mais quand vous mettez les deux interventions, vous comprenez que quelque part à côté, il y a un problème. Quand on dit que tout reste à refaire, oui. ou tout est à refaire, cela veut dire que le communiqué de la dernière fois qui demandait, entre autres, la libération de certains détenus politiques et qui aujourd'hui, que nous qualifions, certains sont qualifiés aujourd'hui, que je qualifie moi aussi personnellement d'otages, parce que jusqu'à preuve du contraire, moi je dis et je précise, je maintiens d'ailleurs, que quand vous arrêtez des gens pour avoir commis, entre guillemets, le trouble à l'ordre public au cours d'une manifestation politique, vous les jetez en prison. Je dis, c'est normal. Encore que cela reste à prouver qu'il y a eu trouble à l'ordre public. Mais ceux qui ont tué sont où? Des deux côtés. Parce que lorsque je prends la constitution de mon pays, lorsque je lis un certain nombre d'articles, je me rends compte que certaines forces ne devaient pas être en ville pour tirer à balles réelles sur des manifestants qui manifestaient les mains nues. Bon, maintenant, quand vous arrêtez ces gens-là et on vous demande libérez-les, mais la bonne foi, quand vous voulez la prouver, c'est de faire, c'est de montrer, c'est d'agir suivant ce qu'on dit. Mais lorsque aujourd'hui, j'en viens, lorsque aujourd'hui... un peu vite, oui. Oui, je vais terminer. Lorsque aujourd'hui, on me dit que c'est des deux côtés, je dis, mais qu'est-ce que vous dites à l'opposition? Je ne suis pas l'avocat défenseur de l'opposition. L'opposition maintient que Ford n'aille plus. Non, on n'a pas dit ça pour le moment, on ne l'a pas encore dit parce que le débat n'est pas encore allé... Est-ce que le communiqué final de la dernière fois a fait mention de cela? Non. Parce que tout est question du 31 juillet. Je suis d'accord avec Pasteur Edo par rapport à la volonté politique. S'il y avait cette volonté politique, surtout du côté de ceux qui nous gouvernent, ils devaient le montrer dès les premières heures. On dit libérez ceux que vous avez arrêtés parce qu'ils manifestaient. Mais vous les avez arrêtés, mais ceux qui ont tué. Moi, je continue toujours pas de dire ceux qui ont tué sont où? Peut-être qu'on est en train de faire les enquêtes. Dès qu'on aura la suite, on va la chercher aussi. Ibrahim Atia, 11 mois de crise, apparemment, personne n'est ébranlé, tout le monde reste dans le statu quo. Non, dire que personne n'est ébranlé, je dirais que peut-être que vous avez fait preuve d'euphémisme, parce que la situation est préoccupante. L'économie est vraiment à terre, et la confiance même a quitté les Togolais, les familles sont divisées, et sans vous mentir, si on veut peindre le tableau par rapport à cette crise, c'est que le Togo est malade. Et il faudrait qu'on y cherche des solutions. Et ces solutions, c'est qu'il y a des acteurs politiques qui pensent que la solution doit venir de l'extérieur. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec les acteurs politiques togolais. Parce que lorsque la CEDEAO est arrivée, je vais parler de les facilitateurs qui sont arrivés le 27 juin dernier, mais ils ont eu à dicter, à lister un certain nombre d'actions à poser pour que le pays renoue avec la stabilité, la cohésion et éventuellement... On a parlé de l'arrêt du processus électoral, de la libération des personnes arrêtées. Ensuite,
ils ont également demandé que les manifestations soient... Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous voyez tout ceci, tout ce qui a été listé, il y a évolution dans la manière dont les Togolais peuvent renouer avec la cohésion et comment les Togolais peuvent se ressaisir et trouver dans un élan patriotique des solutions à leurs problèmes. Aujourd'hui, si nous prenons un peu par rapport aux informations qui nous arrivent de Mango, le meeting s'est déroulé sans grabuge. C'est déjà un signe qu'il y a levé l'interdiction de manifestation de l'opposition dans certains milieux. Pour l'étape de Bafilo, il y a des images, les premières images qui sont arrivées qui prouvent que les leaders de l'opposition sont bien arrivés à Bafilo et que le meeting va se tenir. C'est déjà un pas. Bon, maintenant, il reste à ce que les acteurs togolais eux-mêmes créent des passerelles pour pouvoir discuter en fils togolais et pour trouver des solutions togolaises à la crise togolaise. C'est ce que nous demandons. Mais si on attend toujours, qu'on attend le 31 juin, mais je vous assure que le 31 juin, la CEDEAO ne va pas amener une solution miracle. Ça, nous le disons depuis toujours que tous les acteurs, même les compatriotes qui ont commencé par fonder espoir sur les résolutions ou bien la feuille de route que la CEDEAO va proposer aux acteurs politiques togolais. Et vous savez, chacun y va de son interprétation, chacun commence par donner les recettes que la composition même des recettes que la CEDEAO va proposer. On parle de ci, de ça. Mais moi, ce que nous avons comme information au niveau de la CEDEAO, c'est que la CEDEAO ne viendra pas demander des choses qui ne sont pas en concordance avec les principes démocratiques dans le pays et aussi les tests fondamentaux de notre pays. Il est vrai qu'actuellement nous avons un problème de constitution. Les tests posent problème. La CEDEAO dira quoi? Il y a des la CEDEAO va dire quoi? Non, si vous voyez un peu la façon dont les facilitateurs, la ligne de conduite que les facilitateurs ont eu à tenir, et si vous référez aux déclarations faites par la Constitution et même par le président français, M. Macron, à plusieurs reprises, lorsqu'il a été interpellé par certains compatriotes dans certaines capitales étrangères ou bien occidentales, c'est dit que la solution togolaise, ça va passer par les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ça veut dire que c'est le problème même que nous avons, c'est le vrai problème actuellement, et c'est ça même qui exacerbe la crise togolaise. Donc, on va nous demander de faire des réformes. Pour la question principale, et je pense que c'est ça même la pomme de discorde, la candidature ou non de M. Faure Gnassingbé en 2020, ça relève des instances républicaines qui sont habilitées à statuer sur des cas de candidature en matière d'élection présidentielle. Et là, donc il faut attendre la Cour constitutionnelle en 2020. Bien évidemment. Et là, les réformes vont aussi porter, si les acteurs décident, sur la Cour constitutionnelle, la recomposition de la Cour constitutionnelle, ou bien revoir la forme et les prérogatives de la Cour constitutionnelle, de manière à ce que cette Cour constitutionnelle puisse avoir une certaine légitimité, cette Cour constitutionnelle puisse refléter l'assentiment des Togolais, puisse avoir l'adhésion populaire pour que cette Cour constitutionnelle dise le droit. Disent le droit et se prononcent par rapport à la candidature ou non de M. Faure Gnassingbé. Sinon, si il n'y aura pas d'action assez, disons, il n'y aura pas de diktat de la CEDEAO par rapport à cette question. Mais la CEDEAO a déjà sanctionné quelque part en Guinée. Pas seulement en Guinée. Non, non. Ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, il faudrait qu'on le reprécise. Il y a eu des recommandations qui ont été faites. Et l'État bissau-guinéen a interprété ça à sa manière et a mis en œuvre ces recommandations à sa manière. Et c'est ce que M. Faure Gnassingbé a constaté. Et M. Faure Gnassingbé, président de la CEDEAO, a dit que niet, ce n'était pas la manière dont les recommandations ont été faites. Et donc, il faudrait suivre l'esprit et la lettre des recommandations. C'est ce qui a amené M. Faure Gnassingbé, je vais dire, de concert avec ses pairs de la CEDEAO, à prendre des sanctions ciblées contre des gens proches du pouvoir
et de qui ne voulait pas, l'opposition. qui ramait. Non, surtout proche du pouvoir, qui Il y en a ramait de à compte l'opposition courant, qui ramait à compte courant en tout cas De la feuille de route de la feuille de route de la CEDEAO. Voilà ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Donc, ce n'est pas, on n'a pas sanctionné quelqu'un parce qu'il veut être candidat et autres, ce n'est pas ça. Des fois, ça qui. Vous savez, moi, à mon avis, la candidature de M. Faure Gnassingbé ne devait pas poser problème. Moi, à mon avis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque sur Deutsche Welle, M. Faure Gnassingbé, comme Ibrahim l'a si bien dit, président de la CEDEAO, président en exercice de la CEDEAO, se permet de dire que pour que la démocratie ait une racine digne de ce nom, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut limiter les mandats à 2 ou à 3. Moi, je me dis que ça ne doit plus poser problème, parce qu'il faut prendre M. Faure Gnassingbé au mot. S'il est vraiment un homme d'État, s'il tient la parole, comme c'est la pierre angulaire de toute tradition africaine, vous êtes un homme d'État, lorsque vous parlez, il faudrait que vous agissiez selon ce que vous avez dit. Mais vous la Constitution le permet quand même de continuer. Non, aujourd'hui. Je dis, prenez tout le monde au mot. Prenez M. Faure Gnassingbé au mot. Parce qu'il est dans son 3e mandat. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit, même si la Constitution ne le dit pas. Je vais vous rappeler un fait. Moi, j'ai toujours accusé la CEDEAO dans le cas togolais. En 2005. L'acte posé par la CEDEAO. Je reviens toujours là-dessus. Je vous dis, quand vous prenez le protocole additionnel de la CEDEAO, les sections 2, 3 ou 4, sur la démocratie et la gouvernance, vous comprendrez que la CEDEAO dit « Je m'accroche aux constitutions de mes États membres ». Mais on ne peut pas nous dire que l'article 144 de la Constitution togolaise, même toiletté, retient dans son alinéa 3 qu'on ne peut jamais toucher à la Constitution en période intérimaire ou pendant la vacance du pouvoir. Et que les députés, sachant très bien que c'est un principe sacro-saint, on touche à la Constitution. Et l'article 148 dit, si vous le faites, vous avez commis un crime imprescriptible et vous devez être puni. Vous savez, ceux qui ont perpétré ce coup-là en 2005 ont eu la bénédiction de la CEDEAO. Voilà pourquoi moi je dis, la CEDEAO doit corriger le tort qu'il a commis au peuple togolais. Parce que si vous vous accrochez selon le protocole additionnel aux constitutions, tous ceux qui ont perpétré ce coup-là, y compris le bénéficiaire de ce coup d'État, devaient être aujourd'hui en prison. Parce que vous avez violé la Constitution. Maintenant, il est revenu sur sa position. Ce qui veut dire que ça a été un acte mauvais. Qui doit être... Il a renoncé en tout temps à la présidence. Non, mais quand vous revenez, cela veut dire que vous avez mal fait, c'est ça, non? Quand vous revenez à la charge. C'est ce que l'article 148 dit. Vous avez fauté. Normalement, vous ne revenez pas seulement. Vous avez commis un crime imprescriptible parce que c'est un coup d'État constitutionnel. Mais le pire, en revenant sur ce que Ibrahim a dit par rapport aux réformes constitutionnelles et institutionnelles, mais le président de la Cour constitutionnelle savait que ça a été un coup d'État constitutionnel. En premier lieu, contre lui-même, parce qu'il est le président de cette institution-là qui devait normalement réglementer la constitutionnalité. On dit ne faites pas, ils font. Et le bénéficiaire vient, il prête serment devant toi. C'est une incongruité. Je suis d'accord qu'il faut revoir tout cela, mais encore que, moi je me pose encore la question aujourd'hui de savoir, M. Bawara nous a dit il y a quelques mois que la page des réformes est tournée. Un autre ministre est venu dire que ces réformes qui découlent de l'APG, cet APG-là est caduque. Qu'est-ce qu'on veut faire? Florent Magana, ouais. Oui, mais qu'est-ce qu'on veut faire? C'était avant la crise du 19 août. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de la crise de confiance? Quand vous mettez, vous qui êtes garant du respect des lois, vous violez allègrement ces lois-là, pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise qu'il y a, ou bien que vous êtes à l'origine de la crise de confiance aujourd'hui? Pasteur Rido, on demande à ce que la CEDEAO recommande que les personnes arrêtées pendant les manifestations soient élargies. Dans la semaine, le chef de l'État a fait un geste. Au total, 19 ont été élargis. Il faut au moins saluer ça avant de réclamer que les 53 autres également sortent. Non, mais il faut saluer tout acte louable qu'on pose. Il faut le saluer. Mais ceci étant,
Je crois que ils sont ceux qui sont en prison aujourd'hui, une cinquantaine, hein, plus d'une cinquantaine. 53 précisément. Plus d'une cinquantaine, je crois quand même que ça faisait partie. Je crois que le commissaire de la CEDEAO était venu, c'était pour voir l'évolution des mesures d'apaisement, puisque c'est ça qui doit baliser, qui doit baliser le chemin au 31, au sommet du 31 juillet. Bon, ceci étant, vous savez, le gouvernement même savait qu'une mission devait arriver, donc a pris un peu de l'avance en élargissant ces 19 personnes, mais il reste encore une cinquantaine. Et je crois que, est-ce que c'est les chefs d'État, c'est les collègues, il faut les appeler, les pères de Fonia Singbe, du président de la République. Donc, il va falloir quand même que, en dehors de ce qui se fait aujourd'hui, on salue ce qui se fait à Mango, ce qui se fait à Bafilo, ce qui va se faire à Sokoré, autres. Là, c'était très important. Et c'est pourquoi je salue la stratégie de l'opposition pour tester la bonne foi du gouvernement en voulant coûte que coûte organiser ces manifestations que les d'aucuns pensent que c'était inopportun. Même c'était opportun, c'était pour voir si réellement les manifestations peuvent reprendre. Et ça, aujourd'hui, je crois que nos amis, nos frères, nos compatriotes de ces régions-là vont se sentir fiers parce que là, ils sont revenus au Togo. Ils sont revenus au Togo en tant que des fils et des filles du pays. Et c'est très important, ça, il faut saluer. Ce ne sont que des meetings. Des meetings, bien sûr. C'est des manifestations. De mobilisation, des manifestations politiques. Des meetings, c'est des manifestations politiques. Même si demain, ils veulent marcher, je crois que ça ne va pas, personne ne va les empêcher. C'est des manifestations politiques. Et ça, il faut le saluer. Maintenant, il reste la libération totale des prisonniers, des prisonniers politiques, tous ceux qui ont été arrêtés pendant les manifestations. Aujourd'hui, nos frères, nos amis, nos collègues Mbouke, les Mbouketistes sont toujours en prison. Notre collègue Ajad est toujours, Asiba Johnson est toujours en prison. Moi, je crois quand même qu'il faut créer un cadre propice. Au 31, à cette date-là fatidique que tout le monde attend. Donc, ceci étant, la CEDEAO, c'est vrai quand même la CEDEAO a un mode traditionnel de règlement des problèmes dans l'espace. En Guinée équatoriale, en Guinée-Bissau, c'était une crise constitutionnelle, une crise vraiment en Guinée-Bissau. Maintenant, pas au niveau du Togo, puisque là, c'est une question de Premier ministre qui se posait. Oui, qui se posait, justement. Au sein d'un même parti. Au sein d'un même parti qui se posait. Mais aujourd'hui... Ici au Togo, c'est tout le monde finalement qui est dedans. Oui, tout le monde est dedans, mais je crois que quand vous prenez comment on l'appelle, le protocole additionnel, là, on parle de la bonne gouvernance, de la démocratie. Je crois qu'il y a des déficits. Il faut reconnaître qu'il y a des déficits démocratiques au Togo. Parce que c'est vrai, la démocratie ne se limite pas seulement à des institutions. Les institutions sont là. Est-ce que les institutions jouent leur rôle? Ce serait une manière d'avoir des institutions. Mais si les institutions ne jouent pas leur rôle, alors ça ne sert à rien. Mais au Togo, nous avons toutes les institutions qui sont là. Mais là, c'est leur fonctionnement qui pose problème. Et c'est là où il y a le déficit démocratique. Donc, je crois quand même que ce qui a lieu aujourd'hui à faire, c'est que la CEDEAO, justement... quand je le disais tout à l'heure qu'après le 31, je le dis parce que quand les gens déclarent, quand les déclarations vont dans un sens qui ne semble pas concorder avec ce que tout le monde veut, ça peut facilement prêter intention à des confusions. Mais j'estime quand même que là où nous en sommes, le 31, c'est vrai, tout le monde entend, mais il faut la bonne volonté, il faut la bonne foi. Et tout ce qu'on peut demander au pouvoir avant le 31, que tous les prisonniers politiques soient élargis. Je crois que la famille, et il a dit tout à l'heure quelque chose de très important, les familles sont divisées. Ibrahim a dit que les familles sont divisées et que quand vous allez sur les réseaux sociaux, on voit tout ce qui se trame, tout ce qui s'écrit tous les jours. Je crois quand même qu'il va falloir aujourd'hui, le dernier pas à poser, enfin, pas le dernier pas, mais ce qui reste encore à faire, c'est l'élargissement des autres prisonniers. Je crois qu'en le faisant, on peut créer un cadre propice à l'avenir. Ibrahima, on a également constaté au cours de la semaine que pour l'organisation des meetings de l'opposition, des voix discordantes sont sorties, notamment le PNP qui s'est désolidarisé entre-temps. Est-ce que ça ne peut pas également jouer en défaveur de l'opposition dans sa façon de s'organiser pour mettre fin à la crise?
Bon, mais je pense que la coordinatrice a été claire là-dessus. Elle a dit qu'il n'y avait pas de problème et que la coalition était solidaire au PNP et que toutes les préoccupations soulevées par le PNP sont bien notées au niveau de la coalition. Est-ce que ce ne sont pas des déclarations purement politiques? Oui, ça peut être politique, puisque vous savez, c'est une dame au-delà d'être une dame de fer de l'opposition. Elle est aussi diplomatique dans ses approches. Et ce n'est pour rien qu'elle tient toujours jusqu'alors à la tête de cette coalition en tant que coordinatrice. C'est que c'est manager, c'est le mot même qu'il lui faut à cette brave dame. Bon, maintenant, quand nous revenons à ce qui se passe, c'est que nous avons toujours dit, c'est le constat de tous les Togolais, qu'il y a toujours une guerre de leadership au sein de l'opposition. Et vous savez, dès l'entame même des manifestations, il y avait eu une petite guéguerre entre les deux principales formations. Je veux parler de l'ANC et du PNP. Il y avait un problème de couleur qui s'opposait lors des manifestations et ça a été d'une manière ou d'une autre endigué, mais les divisions sont toujours là. Et vous n'allez pas me dire que quand le leader du PNP voit M. Jean-Pierre Fabre foulé le sol togolais, aller jusqu'à Sokodé, à Bafilo et continuer, et ça ne lui crée pas des ennuis au point de vue positionnement au sein de l'opposition. Vous n'allez pas me contester cela. Donc voilà, encore Sokodé, c'est ce pour terrain. Mais bien sûr, puisque c'est dit, le PNP réclame Sokodé comme son fief naturel. Et quand vous prenez un peu les discours qui se font au Togo, mais que le PNP le veuille ou non, Sokodé lui est collé comme fief naturel. Parce que quand du côté même des officiels, du côté même des gouvernants du pouvoir, on dit que les manifestants du PNP ont fait quoi à Sokodé, et que Sokodé, c'est des manifestants du PNP qui sont ethnico-religieux, quoi. Mais il y a de ces discours-là qui passent et qui fait de Sokodé le fief du PNP. Bafilo, idem. Quand vous allez à Mango, il y a eu une certaine métamorphose en matière de militantisme au sein de l'opposition. Donc ils ont quitté la blodée originelle de Girkus Olympio pour faire une transition vers l'ANC et atterrir maintenant de plein pied au sein du PNP. Donc le PNP a envahi aussi Mango. Et ça, Achadam le sait. Et Achadam sait que si on réorganise les manifestations là-bas et que ce soit les leaders de l'opposition traditionnelle, ceux qui sont restés sur le terrain, qui se présentent là-bas, il peut avoir risque de récupération en tout cas, de la base électorale, de la base militante du PNP. Donc, c'est des calculs politiques. Et tout le monde le sait. On ne veut pas étaler cela parce que cela peut froisser un peu, cela peut briser un peu les relations au niveau de la coalition. Ça, c'est normal. Mais ce qui m'a plu, c'est la communication qui a été faite au niveau de la coalition. On sent des stratèges, on sent des gens qui maîtrisent la communication politique. Parce que quand vous prenez Mme Adjamagbo, la façon dont elle a communiqué autour de la chose, c'est qu'elle a minimisé ce tact, c'est-à-dire que la désolidarisation du PNP par rapport à leur manifestation. Elle a minimisé cela et c'est ça même la communication, le pouvoir de la communication. Vous allez voir que l'effet recherché par certaines officines n'a pas suivi parce que ça a été bien géré. Ça, il faut s'en féliciter. Ildefonso Akwaki, malgré tout l'opposition des députés à Mango, la dernière législative, à Mango, à Dapaon, à Sokodé, à Bafilo. Vous savez, je ne voudrais pas aborder ce sujet. Mais ça fait partie du débat. En tant que journaliste, j'ai voulu utiliser la méthode du blackout, c'est-à-dire que je ne trouve pas qu'il faut revenir sur ces genres de sujets qui n'ont pas leur raison d'être. Moi, je trouve ça que fait partie de l'actualité. Oui, ça fait partie de l'actualité, mais je dis, moi, à la Gazette, c'est le blackout. Vous comprenez parce pourquoi? qu'on a même, le PNP a dit qu'il y a toujours menace des armes, et c'est possible que quelque chose se passe là-bas si on arrive à faire des manifestations à Mango, Sokodé et Bafilo. Non, je dis que ça me fait bizarre que c'est le PNP qui tienne ce raisonnement aujourd'hui parce que depuis toujours, on a clamé haut et fort qu'il n'y a jamais eu d'armes perdues.
et que tout cela a été manipulé par le gouvernement. Mais si aujourd'hui, est-ce que c'est le PNP qui l'a dit? Le PNP dit, on dit que. On dit que. On dit que. Oui, bien Ah, sûr. voilà, Ah, oui, c'est très puisque- important. oui, parce que je ne voudrais pas que tu m'induises en erreur. Mm. Ah oui. Clairement dit. Parce que là, si on dit que Mm. moi, Que les armes sont toujours en là, il faut Voilà. les chercher. Moi- Le ministre a été également beaucoup plus clair. Le ministre Bopossi a dit que tout pourrait arriver. oui, on sait comment les choses se passent au Togo. On ne peut pas se voiler la face. Mais quand vous êtes en face d'un régime tel que le régime UNIR, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut prendre le chef de l'État au mot. Je dis qu'il faut tester leur bonne foi et savoir si réellement ce qu'ils disent, ce sont ces actes-là qu'ils posent. Donc, par conséquent, savez, il faut aller, Vous savez, moi- manifester dans ces coins-là. vous savez, ce ne sont pas des extraterrestres qui sont là-bas, même si on a assiégé les villes. Mais je sais aussi que la stratégie politique voudrait qu'on galvanise les troupes. Ceux qui sont à Sokodé, à Bafilo, à Mango, ne sont pas aussi proches de ce qui se passe dans la capitale. Est-ce qu'ils sont tous au courant de ce qui s'est passé par rapport à la facilitation, où il faut apporter l'information, où il faut leur dire, bon, maintenant voilà la démarche de la coalition. Moi, je sais aussi que ça vaut la peine qu'on fasse le déplacement pour aller. Pendant des mois, ces villes ont été assiégées. Mais il faut parler à ses compatriotes. Il faut leur mettre au parfum de ce qui se passe. Vous comprenez pourquoi je ne voudrais pas m'attarder sur ce sujet-là. Voilà. Je Est-ce trouve que Gazette c'est va nous proposer des images, comme d'habitude. oui, mais ça commence par venir, n'ayez pas peur. Ok, on va découvrir Non, les images. il faut s'en féliciter. Il faut s'en féliciter de ce que désormais les villes assiégées redeviennent normales. En politique, il y a des manifestations. C'est très important. Parce que Il n'y a pas encore eu de marche, je le précise. Hein. Le ministre a dit que ce ne sont que de simples meetings. Le ministre je ne sais Bopossi pas l'a ce que dit. vous appelez par simple meeting. Nous, c'est des manifestations politiques. Ce qui n'était pas hier, hier, c'était pas possible. C'est- Aujourd'hui, il y a mais des c'est manifestations politiques. Ces villes ont renoué. Alors, c'est ça, ont renoué avec les manifestations politiques. Tout à fait. Et ça, il faut le dire, c'est très important de le dire. Bon, je ne sais pas si demain il y aura des manifestations, ils vont l'interdire. S'il y aura demain des marches, ils vont l'interdire. Bon, je ne sais pas à quoi les meetings diffèrent des marches. C'est des manifestations politiques tous ensemble. C'est parce que ces rues seront occupées naturellement. Mais je crois quand même qu'il faut qu'on cesse de faire de confusion. Hein. Il faut aller tout droit au but. Et ça, c'est très important. Maintenant, quant à ce qui concerne la position du PNP, ben, c'est aussi stratégique. Mais je ne suis pas en train de le voir sous l'angle de conflit, de leadership ou bien d'acquisition de fief comme Ibrahim l'a dit. oui, c'est vrai quand même qu'ailleurs, on peut en parler. Mais je crois quand même que c'est une lutte qui est commune et c'est la coalition qui est concernée. Bon, donc, si un parti arrive à avoir une assise importante dans une localité donnée, ben c'est pour l'intérêt, c'est pour l'intérêt de la coalition. Et ça, il faut s'en féliciter du côté de la coalition. Donc je crois que ces grégaires, ces trucs de positionnement politique, c'est vrai qu'il faut ça aussi, ça fait partie de la stratégie politique des partis. Mais là où nous en sommes aujourd'hui, le PNP a décidé de ne pas manifester dans ces localités. Le reste des partis de la C14 enfin, a pris acte et aujourd'hui les manifestations, les meetings ont eu lieu. Je crois quand même que demain la coalition revient au complet pour les autres activités à venir. Et c'est ce qui est important à retenir, c'est ça. Ibrahim, vous voulez revenir sur la question? Non, c'est vrai, le retour des manifestations dans ces villes, entre griffes, dites assiégées, c'est bien parce que c'est la démocratie qui va reprendre son envol, ça va créer une certaine vitalité, c'est bien. Mais est-ce que la crise togolaise est en train de trouver des solutions? C'est là le problème, c'est là où réside vraiment l'interrogation. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà des manifestations. Il faut aller au-delà bien des sûr. manifestations, justement. Parce qu'il ne sert à rien de sortir, marcher, crier, dire tout ce que. En tout cas, citer tous les noms d'oiseaux hein, à l'endroit des choses qu'on va coller, à l'endroit du pouvoir en place et autres là. Mais est-ce que ça résout la crise togolaise? Moi, à mon avis, non. Il faudrait plutôt créer des passerelles. Quand je dis créer des passerelles, c'est que le chef de file de l'opposition, ce n'est pour rien qu'il est chef de file de l'opposition. Il peut, et je pense que s'il veut vraiment qu'il y ait des pas décisifs dans la manière de gérer le pays,
dans la manière de trouver des solutions à la crise togolaise, il peut faire le pas vers le pouvoir, demander un certain nombre de choses, discuter en tant que Togolais autour des questions qui nous divisent dans notre pays et voir dans quelle mesure ensemble on peut créer ce déclic-là pour aller vers la résolution de nos problèmes. Mais si on doit attendre toujours que la CEDEAO arrive, à chaque fois qu'il y a un problème, on court vers Accra, on court vers Conakry pour aller signaler qu'il y a eu ceci, celui-ci m'a fait ci, celui-ci m'a fait ça. De la même manière, le pouvoir aussi, il y a des émissaires du pouvoir qui étaient allés aussi voir Nana Akufo-Addo. Donc ça voudrait dire que quand il y a un problème, les Togolais ne veulent pas s'asseoir pour discuter, mais ils préfèrent aller signaler leur prochain auprès d'une tierce personne à l'extérieur. Mais est-ce que cette façon de se comporter là, on est en train de s'avilir ou bien on est en train de montrer qu'on est intelligent? Moi, c'est là où le problème se pose. Parce que les Togolais ne veulent pas trouver des solutions à leurs problèmes, mais ils pensent que c'est de l'extérieur. Ils se sont proposés des solutions pendant longtemps, ça n'a pas marché. Est-ce que vous vous rendez compte également? La PG et consorts. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'il y avait un problème de confiance. Ou soit les problèmes n'étaient pas bien posés. Sinon, si c'était bien posé et que les vraies solutions étaient trouvées, je pense qu'on aurait avancé depuis fort longtemps. C'est ça le problème. Alors, la deuxième phrase de Ibrahim m'a échappé tout à l'heure, mais j'ai pu retenir une. Au-delà des manifestations, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre la crise? C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais avant tout, recherchons la source même de la crise. Qu'est-ce qui a provoqué la crise? Mais là, quand on avance, qu'est-ce qui fait que la crise perdure? Il faut trouver ça aussi. Mais je suis très heureux que autour de cette table, nous tous, nous avons prononcé un mot, la volonté. Y a-t-il cette volonté politique de part et d'autre? Il faut cette volonté-là. Oui, nous voulons résoudre la crise. Qu'est-ce qu'on pose comme acte pour que vraiment cette crise-là prenne fin? Il y a ça, la volonté, mais il a lâché un mot. Vous avez lâché un mot. C'est la crise de confiance. Qu'est-ce qui a été à la base de cette crise? Qu'est-ce qui a fondé cette crise-là? Cette crise de confiance. Je ne peux pas, au terme de 27 dialogues, ponctués par des accords, par des engagements pris, en 2018, dire que les Togolais ne savent pas ce qui est à la base de la crise togolaise. Moi, je ne veux pas me mettre dans la peau d'un ménopausé intellectuel. Non. Parce que vous signez un accord avec quelqu'un, l'accord vous lie jusqu'à la fin. Mais le dernier, qu'est-ce qui a fait? Qui est-ce qui a fait capoter? J'ai donné des exemples tout à l'heure. Lorsqu'il était question des réformes et que l'opposition a fait passer 3 projets de loi, le gouvernement en a fait passer... Non, une proposition de loi. Le gouvernement n'a pas fait passer un projet de loi. Qu'est-ce qui a fait capoter tout cela? C'est des choses qu'il faut voir. Mais toutes les fois, moi je le dis et je le dirai, toutes les fois que ceux qui dirigent ce pays auront à l'esprit qu'ils ne vont jamais lâcher le pouvoir, on sera toujours dans cette situation-là. On constate également qu'ailleurs, ça évolue d'une manière ou d'une autre. La Côte d'Ivoire notamment, il y a 3 semaines, Alassane Ouattara dit que tout est encore possible en 2020. Il a la possibilité de se représenter, que c'est une nouvelle constitution. Mais cette semaine, il est revenu sur ses propos. Il a bien dit qu'il est, lui, Bédier se prépare. Ils doivent travailler main dans la main pour passer la main à une nouvelle génération à partir de 2020. Est-ce que c'est possible également au Togo que Ouattara, qui avait quand même la possibilité de se présenter, comme lui-même le dit, revienne pour dire qu'il veut passer la main en 2020? Si tu permets, je voudrais juste revenir sur le cas du Togo, juste pour dire que... C'est toujours le Togo avec Ouattara? Oui, pour lors du congrès de l'UNI, le chef de l'État a lâché une phrase, que la solution à la crise togolaise se trouve dans l'UNI. Se trouve à l'UNI. Et ça, c'est très important, qu'on le lui rappelle tout le temps. Il n'a pas oublié. Non, juste qu'on le lui rappelle. Que la solution à la crise togolaise se trouve à l'UNI. Et ça, c'est parfait. Ça, personne ne peut le contredire. Mais ce qui veut dire qu'il faut créer, il faut avoir cette volonté-là de régler le problème. Et là, on peut trouver des solutions sans l'opposition. Hein. Magique, hein? Sans l'opposition, ah oui. on peut trouver l'UNI a
la solution. Et ça peut être possible. C'est laquelle, par exemple? Mais laquelle, par exemple, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais ils ont eu la solution, donc ils connaissent, ils savent ce qui est important à faire. C'est pas moi qui le dis, mais ils savent. S'ils ont la solution, c'est qu'ils ont des pièces matérielles à prouver aux Togolais. Et c'est tout ce que c'est très important. Et moi, je crois que le chef de l'État doit faire un effort pour poser cette solution. Quand vous suivez un peu le développement fait par le chef de l'État lors du congrès de UNIR, il avait dit que la crise, effectivement, ça secoue le pays et que les solutions sont dans UNIR. Oui. Et effectivement, quelques jours après, il y a eu, comment l'appelle-t-on là, une évolution dans l'état d'esprit même de UNIR. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que le chef de l'État a anticipé en demandant à ce qu'il y ait un projet de loi qu'on envoie à l'Assemblée nationale pour régler définitivement le problème. Après. Non, mais c'est après cette rencontre de Thiévier que... Le projet avait déjà avorté avant le congrès de Thiévier. Non. Ok, on y Le va. projet, c'était en septembre. On y va. Ah, le projet, le projet. Le projet envoyé à l'Assemblée nationale, C'était qui comporte... le 31 juin. Non, il y a eu la crise le 19 août. Ouais, Après, le 5 septembre. En septembre. Le 5 septembre. Ok. C'était le 5 Voilà. septembre. Oui. Et le 5 septembre, il y a eu, comment l'appelle-t-on là, Avant le congrès. le projet de loi, Le- bien évidemment, oui. pour aller vers la résolution de la crise togolaise. Donc l'État togolais, c'est-à-dire l'exécutif, avait proposé les réformes constitutionnelles et institutionnelles qu'on devait amener au niveau du Parlement pour adoption. Et quand je dis évolution dans l'état d'esprit, c'est que avant, et vous et moi, vous avez eu à le constater, quand vous parlez de limitation de mandat, c'était un sujet tabou à unir. Quand vous parlez d'élection à 2 tours, c'était un gros diable que vous amenez dans le pays. Mais aujourd'hui, c'est acté. Je pense qu'au niveau du UNIR, les gens comprennent qu'il y a nécessité qu'on limite le mandat, il y a nécessité qu'il y ait élection à 2 tours, il y a nécessité même de voir plus. Donc c'est ça l'évolution. J'avais C'est ça posé le l'évolution. projet, Et donc, on peut aller avec c'est la la solution Maintenant, Ouattara que va- il doit on peut aller amener. avec la Donc Côte maintenant, d'Ivoire. quand on revient avec Ouattara, Bassar Edo va parler de Ouattara et puis il va vous laisser le micro. Ok. Moi, je crois quand même que. Ouattara dit qu'il avait la possibilité de se présenter. Après, il dit que non, il va passer la main. Oui, est-ce qu'il avait la possibilité? C'était juste pour dire aux Ivoiriens, C'est un pour ballon tester. dessert. Oui, pour tester les Ivoiriens, pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Ben, il a vu que le terrain était très dur, déjà dur, et donc il fallait faire rétro-pédalage. Et ça, c'est la force des grands hommes, ça il faut le saluer. Et quand vous tentez quelque chose et que vous voyez qu'il y a de l'hostilité, hein, il y a de la résistance, il faut rapidement faire rétro-pédalage. C'est ce qu'il a fait. Et ça, c'est à saluer. Je crois qu'Alassane Ouattara aujourd'hui est couronné pour avoir fait sortir cette parole-là, pour dire, moi et Bédié, nous allons travailler main dans la main pour passer le témoin à une nouvelle génération d'acteurs politiques. Ça, c'est très important. Et ça, je crois que c'est au niveau... Vous savez, la CEDEAO finit par m'impressionner, qu'on le veuille ou pas. C'est seulement au Togo par rapport au 5, en 2005 qu'on a une mauvaise image de la CEDEAO, mais je crois qu'il faut qu'on évolue. Au sein de la CEDEAO, il y a de très belles choses qui se font au sein de la CEDEAO. Et ça, il faut le saluer. Les Togolais, je dis, ont toujours en mémoire. Il y a la nostalgie de 2005. C'est tout ça. Sinon, la CEDEAO, il y a de très bonnes choses qui se font. Donc vous avez confiance que le 31, ça se Non, débloque? pas seulement. Non, je ne parle pas de 31. Moi, j'évolue autrement, hein, pour parler de ce que Alassane Ouattara dit. Je crois que ça, c'est un langage fort, hein, aux autres chefs d'État, non seulement de la sous-région, mais aussi de l'Afrique, pour dire que après 2 mandats, je crois la démocratie n'en demande pas mieux. Après 2 mandats, c'est bon. Et ce qu'il a dit, maintenant, il faut créer les conditions en Côte d'Ivoire, parce que il a parlé de Bédié, qui n'était pas avec lui. Mais il dit il va travailler main dans la main. Ils étaient ensemble avant. Ils étaient ensemble avant, aujourd'hui ils ne le sont pas. Mais qu'est-ce qui a posé tout ça là? Je crois que c'est interne à la Côte d'Ivoire, Mais il faut dire quand même que cette déclaration est une déclaration qui est digne, et ça va faire jurisprudence, ça doit faire jurisprudence dans les autres pays. Et s'il y a encore des pays dans la sous-région qui ne sont pas dans cette dynamique, il faut qu'ils prennent le train en marche. Moi, je voulais Est-ce juste- une pression supplémentaire sur Fonia Singbe? Non, mais je vais faire juste une petite remarque. Quand Pasteur Edo parlait tout à l'heure de ce que la CEDEAO, je caricature comme Oui, ceci, bien sûr, la naturellement. CEDEAO, ce n'est pas une coquille vide. La petite remarque, c'est que la plupart des États membres de la CEDEAO aujourd'hui ont des présidents qui sont venus au pouvoir par des élections. C'est des gens qui ne sont pas contestés. Alors, c'est bon
qu'il y ait des gens qui ne sont pas contestés, qui sont des chefs d'État qui composent la CEDEAO. D'ailleurs, Alpha Condé l'a dit, nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État qui venons soutenir l'autre camp, patati patata. Maintenant, il faut que tout ce qui se passe dans ces États-là où il y a eu alternance, que ces chefs d'État pensent au peuple togolais pour que, une fois qu'on dise, mais le Togo n'a jamais connu d'alternance. Voilà comment les jeux sont faits pour que le pouvoir soit maintenu par un clan, par une famille, par des amis. Parce qu'on nous a parlé de minorité. Et cette minorité-là, on ne la connaît jamais. Le pouvoir d'État politique au Togo n'est pas mis en jeu. On ne sait pas là où ce pouvoir-là se trouve. Maintenant, je termine par rapport à ce que vous avez dit. Le pouvoir a uni avec Fonia Sibé, président. Voilà. Et j'en viens là, par rapport à ces propos du Congrès, parce que c'est dans la même. Vous imaginez que dans un État où il y a une crise, on demande aux protagonistes, nous voulons vous aider. Quand vous voulez m'aider, quand j'ai des problèmes, vous voulez m'aider, ou vous voulez aider Honoré et moi, qui nous battons. Si nous avons vraiment cette volonté-là, que la guerre entre nous prenne fin, chacun doit imaginer dans sa tête ce qu'il dira à l'arbitre. Mais moi, j'ai été très éberlué lorsqu'on nous a dit que les chefs d'État, Nana Akufo-Addo et Condé, quand ils ont rencontré la délégation du gouvernement et de UNIR, on leur a dit, mais où sont vos propositions de sortie de crise? Ils disent, n'en ont pas. Mais non, j'en viens. Ils n'en ont pas. Rapidement, oui. Vous en avez pas. Rappelez-vous, Togo Télécom 1 et 2, nous sommes des sourds muets. Et ça continue comme ça. Voilà pourquoi je dis, quand vous avez la volonté, ça peut marcher. Mais s'il n'avez pas la volonté, c'est la situation là. Ibrahim. Non, mais si vous prenez les propos de Ouattara, et quand je vois les gens fantasmer, moi, ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que Ouattara peut être encore candidat. Non, faisait allusion à l'âge, le poids de l'âge. C'était le poids de l'âge parce que quand il faisait la comparaison avec Macron, le président français qui a 40 ans, le premier ministre autrichien qui a 31 ans, le belge qui a 38 ans. Qui a 38 ans, mais il veut parler de l'âge. Et donc, Fora encore jeune, peut continuer. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. À vous de tirer les conclusions. Je ne le dis pas. Donc, ça voudrait dire que si Ouattara était encore jeune, malgré ces 2 mandats déjà passés. Il a dit qu'il n'est pas trop vieux. Il a dit même dans la phrase qu'il n'est pas aussi vieux. Mais il a senti le poids de l'âge, bien évidemment. Il a senti le poids de l'âge. Donc, s'il était encore jeune, comme il allait être peut-être tenté de briguer encore d'autres mandats. Vous comprenez? Donc, voilà le message que Ouattara faisait passer. Bon, maintenant, quand nous revenons dans la manière de gérer le pays, il est bien vrai que l'usure du pouvoir crée beaucoup de problèmes à l'évolution normale d'un pays. Oui. Parce que quand vous éternisez au pouvoir, à un moment donné, vous n'avez rien à proposer. Et ce qui reste, c'est de réprimer les éventuelles contestations, c'est comment faire pour taire les velléités de contestation et des autres là, c'est ce qui vous reste. Et dans ce cas, vous gouvernez contre la volonté de ceux auprès de qui vous devez tirer la légitimité. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle l'usure du pouvoir. Bon, ça amène les esprits intelligents à vite comprendre les enjeux et à prendre l'option qui est nécessaire et qui est celle qui vaut la peine. Et cette usure du pouvoir, nous la remarquons lorsque vous finissez 2 mandats et la gourmandise politique vous prend de faire encore un 3e, un 4e, un 5e. N. Vous voyez les tests. Non. Vous savez, non, oui, mais Ibrahim, moi je t'autorise à le faire. Et vous avez la force nécessaire. Comme Paul Biya. Non, mais on parle de l'âge. C'est une anomalie. C'est une bêtise. Alassane Ouattara parle de l'âge et Paul Biya, lui, plus de 85 ans. Mais en Côte d'Ivoire, il ne faut pas ignorer qu'aujourd'hui, quand il a fait son ballon d'essai, peut-être que ces services de renseignement lui ont rapporté beaucoup de choses. Ça, c'est vite explosé, le ballon d'essai. Parce que sa guéguerre avec Guillaume Soro, c'est pas fini aussi. Oui. Il ne peut pas dire je modifie la Constitution, je peux me représenter autant de fois que. Il ne peut pas faire ça. Ce n'est qu'au Togo qu'on peut faire ça. Hein? Mais en Côte d'Ivoire, lui, il a des problèmes avec ces rebelles qu'il a reversés dans
dans l'armée. l'armée. Il a des problèmes avec le président de l'Assemblée nationale. Avec Bédié. Il a des problèmes avec ses adversaires politiques. Il ne peut pas. Et d'ailleurs, il a des ennuis de santé. Il y a tout ça là qu'il faut voir. Dans les autres portent très bien. Même Paul Biya. Mais, moi je dis que si il est revenu à Ouattara à la charge pour dire je pars, c'est un signal fort. C'est un message qu'on envoie. Parce que vous vous rappelez que tous ces présidents-là qui sont membres de la CEDEAO, pour certains, ils sont arrivés au pouvoir avant M. Faure Gnassingbé. Pour d'autres, ils sont... Tous Ils sont après. arrivés après. Tous après. Vous voyez, Tous qui après. est-ce qui peut, en défendant la candidature de M. Faure Gnassingbé qui est dans son 3e mandat, alors que certains ont déjà abordé le 1er mandat, d'autres sont dans le 2e mandat, ils disent Mamadou Issifou dit pas. D'autres ont déjà raccroché. D'autres ont déjà raccroché. Mais moi, je me dis que c'est un signal, c'est un message fort qu'on envoie pour dire nous allons partir, on ne peut pas te dire, toi qui as déjà fait 3 mandats, il faut rester. Pasteur Mais Edo. Paul Biya. Paul Biya. Oui, Paul Biya, on lui dit Non, quoi? Paul Biya, c'est une honte pour l'Afrique. Ça, il faut pas. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est une honte pour l'Afrique. Lui qui préside une fois même par an, le Conseil des ministres, qui gouverne depuis la Suisse, depuis l'Europe. Non, je crois quand même que le Cameroun n'a pas besoin de ça. Le Cameroun, c'est un pays normal qui a besoin d'un dirigeant normal. Ce que Paul Biya est en train de faire, je crois, c'est une honte pour le peuple africain. En tout cas, c'est toute l'Afrique qui doit se mobiliser contre. Mais il est Non, je dis, d'accord avec toi. c'est toute l'Afrique. Je suis C'est d'accord toute avec l'Afrique toi. qui doit se mobiliser. Dans toutes les capitales, dans tous les pays africains, on doit se mobiliser contre la candidature. C'est dans un autre pays, on doit se mobiliser contre la candidature de Paul Biya. Au nom Parce du que panafricanisme. Au nom du panafricanisme. Ah ouais. Oui, bien Ah sûr. ouais. Au Je nom suis de d'accord l'unité avec toi. africaine. Parce que c'est anormal. Oh, putain. Lui qui ne sait même pas ce qui se passe. Et il est en train de créer, il est en train de conduire le Cameroun vers le chaos avec le truc de Bamenda, des ségrégations, comment on les appelle? Mais oui, bien sûr. Alors là, on est en train de tuer. Vous voyez les images? Mais le Cameroun va où? Avec les djihadistes, avec le Boko Haram qui est dans la région. Mais attention, Cameroun n'a pas besoin de ça. Nous tous, nous aimons le Cameroun parce que c'est une référence. Hein. Vous savez pourquoi En on matière aime de football. Et le Cameroun n'a pas besoin de ça. Ibrahim, Paul Biya, on lui dit quoi? Il est là, Non, il mais- est élu. Non, Paul Biya. Tant qu'il continuera pas à bénéficier de la confiance de son peuple, il va continuer. Pour nous autres leaders d'opinion, défenseurs de la démocratie, nous trouvons que c'est une anomalie. Et il n'y a pas de mot quand même encore souple qu'il faut utiliser Pour devant qualifier ces le- gens- pour qualifier ce genre de candidature. Mais il faudra aussi comprendre le contexte de l'Afrique centrale. C'est là le problème. Je ne dis pas que... Je dis c'est une anomalie et l'Afrique centrale est une anomalie où il y a des présidents qui Mais sont ces là. chefs d'État sont et attendus que- à Lomé le 30 juin. Ah, mais, Pour nous contaminer. Non, pas pour contaminer La la CEDEAO. CEDEAO, mais peut-être ils viendront apprendre de la CEDEAO. Il y a un protocole Bien sûr. qui demande à ce que après Qui un certain normalise, nombre d'années, hein. il faut vraiment vider le plancher Oui. pour donner la chance à d'autres personnes de passer aussi pour gérer le pays. Après tout, le pays, ce n'est pas une propriété privée. Vous savez que c'est un bien commun. Il faudrait qu'il y ait une certaine rotation à la tête du pays pour créer un certain dynamisme et amener toutes les ethnies, des hommes venus de tous les horizons à rêver aussi, à porter leur expertise à la bonne marche du pays. Prévoit Je une pense que manifestation c'est- anti-Paul Biya Mais- à Lomé. Anti-Paul Biya à Lomé. Non, Tout mais à fait. je pense que ce n'est pas une très bonne chose parce qu'il y a Bouteflika qui est de l'autre côté, qui est presque dans un fauteuil roulant et qui gère le Tout à pays. fait, mais et- c'est et une- ça ne meut personne. c'est aussi Vous une comprenez? anomalie. C'est Non, des c'est pas anomalies possible. sur le continent. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les spéciales. Les 3 invités, Pasteur Edo comme il est le président du mouvement Martin Luther King, Ibrahim Acha, directeur de la publication de Temps Nouveau, et Idelphonse Akpaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. L'émission a été mise en onde par Romari Freitas. Bon week-end à vous. On se retrouve le lundi à partir de 16h. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.